Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de PAF. On va essayer de réfléchir sur des situations un peu compliquées, sur ce qui se passe en Amérique avec l'affaire Floyd, sur ce qui se passe aussi en France avec l'affaire Traoré. Et pour en parler, Anne-Charlène Bézina, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen et à Sciences Po. Florence Percadet-Choquet, bonjour. Vous êtes Bonjour Patrice. Au barreau de Versailles. Laurie Kenton, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes spécialiste de la civilisation anglo-saxonne et notamment des États-Unis. Et vous avez publié plusieurs livres. Il y a un atlas historique des États-Unis qui est paru chez Autrement. Et puis un livre qui s'appelle La fin du rêve américain chez Odile Jacob. Et donc avec vous, on va essayer de comprendre un peu les racines de ce qui se passe actuellement, de la situation des États-Unis actuelle. Rost, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes écrivain, vous êtes rappeur, vous êtes président de Banlieue Active, vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental et vous avez évidemment été très présent dans l'affaire Traoré. Jean-Baptiste Duclercq, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur. Toujours. Et donc un éditeur qui reprend un peu de sourire avec l'ouverture des librairies. Et je représente le petit dernier. C'est quoi? Le Nantais. Vous aviez reçu gentiment l'auteur Carl Pinault. Ah oui, très bien, oui, absolument. Ben, voilà. Il a eu un prix, hein? Voilà, absolument, qui a eu le prix pour l'ouvrage précédent et celui-là en est la suite. Voilà. Donc c'est pas le Nantais, c'est pas le mari de Lulu la Nantaise des Tontons C'est Flaggeurs. pas le mari, mais voilà, il y a quand même quelques connexions. Mais ça peut. Alors, on va peut-être commencer par parler de ce qui se passe de cette situation aux États-Unis depuis la mort. Alors maintenant qui est officiellement reconnu comme un assassinat de George Floyd, qui a provoqué d'immenses manifestations aux États-Unis, qui a provoqué aussi des réactions, on va en reparler, de Donald Trump. Je voudrais peut-être qu'avec vous, Laurie Kenton, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Quelles sont, au fond, on voit une colère américaine très profonde, mais quelles en sont les racines? Parce que ça ne vient pas de cette affaire. Non, il y a deux choses. Il y a un fond d'inégalité sociale qui est exacerbé par la crise du Covid au niveau santé, au niveau économique, et puis il y a qui se greffe dessus des relations, on va dire, pas forcément toujours très apaisées entre les Noirs américains et la police. Et donc là, ce qu'on a, c'est des choses qui sont pas inédite, puisque des affaires comme ça, on en a eu. Mais ce qui est nouveau, c'est aussi la médiatisation, c'est-à-dire qu'on a vraiment aucune ambiguïté sur qui a fait quoi, est-ce qu'il y a bénéfice du doute ou pas. Là, on a une vidéo très explicite, 8 minutes. On a aussi des sondages qui montrent que 70% des sondés ont vu cette vidéo, ce qui est quand même considérable. Donc, il n'y a pas véritablement de possibilité d'acquittement. Et c'est ça qui est vraiment, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui est vraiment le fond du problème. C'est pas tant, évidemment, les violences policières sont le problème, mais ce qui accentue le problème et qui provoque les émeutes généralement, c'est l'acquittement. C'est le fait que les poursuites soient toujours abandonnées et qu'il n'y ait pas de condamnation. Donc ça, on y reviendra probablement tout à l'heure parce que ça accentue le problème. Mais c'est pour ça que là, on est dans quelque chose qui est à la fois classique, mais également d'une dimension nouvelle. D'accord. Est-ce que, alors, vous parliez évidemment de cette situation entre les Blancs et les Noirs. Est-ce que c'est un pays qui a quand même élu un président qui s'appelle Barack Obama, qui est un président noir? Est-ce que il y a quand même un fond de racisme important encore aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une inégalité très forte encore entre les Noirs et les Blancs? Ah, c'est deux questions très différentes. Est-ce qu'il y a un fond de racisme? Ça dépend. Chez les démocrates, très peu, par exemple. Et de plus en plus, le combat pour l'égalité dans tous les domaines est ce qui définit les démocrates. Donc, de toute façon, c'est vraiment plus quelque chose que l'on peut trouver au sein des démocrates. Chez les républicains, c'est aussi
discutable, c'est-à-dire qu'il y aura tout, de toute façon, il y a du racisme un peu partout, donc il y en aura peut-être plus chez les républicains, forcément, que chez les démocrates, mais c'est pas non plus quelque chose qui est universel et qui est généralisable. Donc il y aura toujours un fond de racisme, qu'il y aura toujours un fond de racisme partout. Les inégalités raciales et la ségrégation, la question de la ségrégation est quelque chose qui est très profondément ancré dans l'histoire américaine à cause de l'esclavage et de l'après-esclavage, dont il faut pas minimiser l'importance. Tout s'est pas arrêté avec Lincoln et l'arrêt de l'esclavage. Il y a tout un régime qui suit pendant un siècle exactement après, qui est un régime de ségrégation stricte et légale. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est plus pernicieuse, c'est les inégalités combinées, c'est-à-dire qu'il y a des inégalités économiques. Les Noirs en moyenne gagnent nettement moins que les Blancs en moyenne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Blancs très pauvres et des Noirs très riches, mais enfin bon, sur les moyennes, c'est quand même assez éloquent. En termes d'éducation, de diplôme, c'est assez éloquent également. Et il y a un certain nombre de santé, l'état de santé, c'est pour ça que le Covid est particulièrement important dans cet épisode-là, c'est que en amont, les Noirs ont un certain nombre de pathologies type obésité, diabète, etc., qui sont moins prises en charge parce qu'ils sont moins assurés, parce qu'ils sont plus loin des hôpitaux, etc. Donc pour tout ce qui est préventif, ils sont moins bien servis que les Blancs d'une certaine manière au niveau géographique et au niveau économique, mais également en aval. Une fois qu'ils sont malades, ils peuvent moins se faire soigner parce qu'ils sont plus loin des hôpitaux, parce qu'ils sont moins couverts. Et à l'intersection des deux, il y a le fait qu'au niveau professionnel, ils sont plus exposés à la pandémie parce qu'ils ont plus de métiers qui sont des métiers de première ligne. Ils ne peuvent pas faire du télétravail quand ils sont infirmières ou ce qu'on appelle les frontline workers, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment au front, quoi. Donc tout ça s'agrège. C'est des choses qui sont anciennes, toutes ces inégalités économiques. Ça s'agrège à une crise sanitaire qui est particulièrement grave aux États-Unis, où les Noirs sont nettement plus affectés en termes de victimes, en termes de morts. Donc ça accentue le contexte. Et là-dessus vient se greffer l'affaire Floyd. Et donc on a un cocktail qui est particulièrement explosif. Sur ce sujet, qui veut intervenir, Anne-Charlène ou Rost ou honneur aux dames. Hein? En effet, moi je crois que c'est surprise par ce qui se passe actuellement, voilà, aux États-Unis. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des données endémiques et systémiques, c'est-à-dire qu'il y a ces inégalités qui ont fait partie de l'histoire des États-Unis et qui ont de toute façon, même ne serait-ce que psychologiquement, laissé des traces. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus vif, de beaucoup plus avif dans le combat actuel pour l'égalité. Et puis il y a aussi du systémique, comme on vient de le dire, et je rejoins tout à fait Laurie sur cette question, c'est que il y a une crise sans précédent qui est en train de se jouer, qui est économique, qui frappe donc très violemment socialement les classes moyennes, voire défavorisés, et qui pose la question de l'inégalité raciale. Mais je crois qu'aussi, il y a derrière tout ça un conflit juridique. Nous avons l'habitude de vivre, par exemple, en France, avec un droit pénal qui est très centré sur la question des discours sur Internet ou des discours haineux ou incitant à la haine ou incitant à la haine raciale, etc. Nous avons un grand arsenal législatif là-dessus, alors que les États-Unis, au niveau fédéral, n'avaient jusqu'à présent, jusqu'à la discussion de la dernière loi sur la question, quasiment rien pour pénaliser un délit pour circonstance aggravante qui viendrait être un délit racial, voire un crime racial. Et beaucoup d'États fédérés, à la rigueur, avaient déjà une législation sur cette question, mais il y a beaucoup d'inégalités entre les États. Donc, il n'y a pas vraiment une évidence autour du fait qu'un crime racial est encore plus grave qu'un autre crime. Alors, ça veut dire aussi que du coup, ça donne des procès qui semblent plus inégalitaires, et c'est surtout pour ça, je suis d'accord, je pense que c'est vraiment les suites de cette affaire qui ravivent le fait qu'il y a un besoin de justice et d'égalité dans la justice par rapport à cette question raciale. S'il y a eu certaines avancées sociales, sociétales, notamment avec la présidence Barack Obama qui a fait croire qu'on avait dépassé un petit peu ce conflit racial. Je crois que malheureusement, avec le combat Black Lives Matter qui est arrivé un petit peu après, tout de suite après d'ailleurs l'élection de Barack,
je crois qu'on se rend compte que ça n'a été qu'un petit espoir, mais qu'il y a encore un vrai combat à mener sur des terrains de fond, sur des terrains qui, pour moi, sont législatifs, juridiques, et qui démontreraient que l'égalité est enfin acquise. Oui, Ross, il y a eu cette Amérique de Barack Obama qui vous a plu, évidemment. Et puis, il y a cette Amérique de Trump. Quelle est, selon vous, la vraie Amérique? Elle est où? Elle est comment? D'abord, elles sont extrêmement divisées, mais où est-ce qu'elle est? Mais je pense que c'est les deux. C'est les deux. Mais il y a certainement une présence beaucoup plus forte d'une Amérique de Trump, de mon point de vue, tout simplement parce que la plupart des gens limitent les États-Unis à New York. Or, New York est un pays dans le pays. Les mélanges qui sont à New York, dès que vous sortez de New York, vous sortez d'LA ou vous sortez de San Francisco, c'est une autre Amérique qui est complètement, qui vit en vase clos, qui ne sait même pas ce que c'est que la France. Si vous leur dites la France, où est la France? Ils vont vous dire, ah, what? Bon, voilà. Donc, il y a quand même ce truc qui est ancré chez eux. Donc, ces gens-là vivent, eux, avec ce qu'ils ont toujours appris, en tout cas, de ce qu'eux pensent savoir de leur histoire. Or, leur histoire, on sait comment elle s'est construite. Et s'il y avait un minimum d'instruction, que eux-mêmes sachent d'où ils viennent, d'ailleurs, parce qu'ils se sont construits sur un génocide, malgré tout, les États-Unis. Donc, je pense que tout ça, si on l'enseignait réellement, je pense que certains d'entre eux prendraient un peu de hauteur avec tout ça. Mais, et je rejoins parfaitement ce qui vient de se dire par Anne-Charlotte et Lauric, c'est on est vraiment dans une Amérique qui est... D'ailleurs, vous prenez les élections présidentielles, par exemple. Hillary Clinton avait été élue par le peuple. Ce sont les grands électeurs qui ont mis Trump à la place. Oui, ça, c'est le système. Oui, c'est leur système. Oui, malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein. Oui, mais ça a son importance. Ça a son importance. Donc, après, c'est leur système. Moi, ce n'est pas une critique à l'égard du système en tant que tel. Toutefois, sur la question, il y a une vraie ségrégation aux États-Unis. Elle existe, elle continue. L'histoire du vivre ensemble, on en parle en France, mais aux États-Unis, ils vivent côte à côte. Et d'ailleurs, nous-mêmes ici, petit à petit, on y arrive d'ailleurs avec tout ce qui se passe depuis des années. Et cette incapacité justement des politiques, des médias à pouvoir créer un terreau fertile pour qu'on n'arrive pas à ça. Parce que plus ça va aller, plus les inégalités se creusent et plus il va y avoir cette division et ce repli, entre guillemets, communautariste qui fait aussi peur aux uns et aux autres. Mais ça, ce n'est que la résultante des politiques qu'on met en place. Laurie Guenton, peut-être, oui, je voudrais vous relaisser la parole peut-être pour répondre un petit peu à ce que vient de dire Rost. En fait, tout ce qui unit tout ça, c'est le système fédéral. C'est-à-dire qu'on parle des grands électeurs, qu'on parle de l'éducation, qu'on parle de ce genre de choses. En fait, tout ça, c'est les questions de police, c'est des questions qui sont des questions locales, des questions municipales. C'est-à-dire que l'élection de Barack Obama n'a strictement rien changé dans les questions de police. Et c'est pour ça que Black Lives Matter arrive pendant le mandat de Barack Obama. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de rapport véritablement entre les deux, sinon qu'il y a eu des attentes qui ont été déçues. Ça, c'est une première chose. Au niveau de l'éducation, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que dans certains États, en fait, l'éducation et les programmes scolaires sont décidés au niveau des États. Donc, dans certains États, pour quand même travailler un petit peu là-dedans, les programmes scolaires insistent énormément sur le poids historique de la construction des États-Unis, les relations avec les Amérindiens, l'esclavage, c'est quelque chose qui est très présent. En 2019, on a célébré ou commémoré plutôt les 400 ans des premiers esclaves qui sont arrivés à Jamestown. On en a énormément parlé de ce qu'on appelle le péché originel de l'Amérique. Biden a encore utilisé la formule il y a quelques jours. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très présent. Il y a quelques États où c'est peut-être moins présent dans les programmes parce que les programmes sont aussi un enjeu politique très fort, par exemple au Texas.
comment on enseigne son histoire, c'est un enjeu politique. Mais globalement, il y a quand même d'énormes progrès qui ont été faits depuis les années 60 sur ces questions-là. Un tout petit point sur ce que disait Anne-Charlène, une toute petite nuance. Ce qu'on appelle les hate crimes vont être punis très sévèrement pour les civils, mais la différence, ça va être que pour les policiers, ils vont être moins sévèrement punis parce qu'ils vont pas être qualifiés comme ça, parce qu'en fait, le nœud du problème, c'est l'influence des syndicats de policiers dans le règlement des conflits qui sont pas des conflits fédéraux ou des conflits au niveau de l'État, mais des conflits qui sont généralement locaux et municipaux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de disparité. Mais justement, quiconque, vous et moi, commettrait ce qui est qualifié de hate crime, donc un crime haineux, comme on traduit un peu rapidement en français, donc un crime raciste ou un crime antisémite ou homophobe, etc. Nous, on prendrait nettement plus parce qu'on n'a pas de syndicat de nous qui nous protégerait. Justement, vous parliez du système fédéral qui est très important aux États-Unis. Quand on entend Trump dire « je vais envoyer la garde nationale, je vais passer au-dessus justement du fédéralisme, je vais envoyer la garde nationale si les gouverneurs ne le font pas ». C'est aussi là, c'est une sorte de contestation de ce système fédéral qu'il fait. Est-ce que c'est bien vu ça aux États-Unis? Ça dépend pour qui. Alors, Trump, il y a une toute petite nuance, c'est que Trump a le droit d'envoyer la garde nationale. C'est fait déjà. Ah non, il a le droit à Washington DC, parce que Washington DC est un district et pas un État. C'est la seule possibilité. Mais dans les États, il n'a absolument pas le droit. L'histoire de l'Insurrection Act, j'ai envie de lui dire, bonne chance Donald, vas-y, on te regarde, ça va donner. Non, il a, dans tous les cas où l'Insurrection Act a été invoqué, ça a été quand les gouverneurs se sentaient dépassés, qu'ils avaient besoin du soutien fédéral. Et le fédéralisme, en fait, le niveau fédéral est un niveau de soutien. C'est un niveau de logistique entre les États, comme nous, on a entre les régions, mais c'est aussi un niveau de soutien. Vous n'y arrivez pas, je vais vous aider. Il ne peut pas envoyer l'armée sans c'est une forme de coup d'État. Le seul qui a essayé de faire ça au moment de Katrina, c'était George Bush, et il a eu les 50 gouverneurs contre lui, et la décision a été retoquée par la justice. Donc c'est juridiquement impossible. Ensuite, ça répond à certaines aspirations. Vous avez des gens qui ont envie d'envoyer les chars sur les antifas, sur les manifestants, etc. Ça, oui, il y a toujours dans tous les pays, il y a des gens qui ont envie qu'on envoie les chars au premier problème. Mais globalement, ce qu'on a eu hier soir, heure française, enfin au début de la nuit, heure française, c'est une lettre d'un certain général Mattis qui a servi sous le gouvernement Trump, qui a démissionné avec pertes et fracas, qui est vénéré dans l'armée et qui a dit que Trump était une menace pour le pays. Il commence à y avoir un certain nombre de personnalités influentes, des militaires, des retraités de la CIA, qui sont pas exactement des gauchistes et des antifas, et un certain nombre à la fois de pasteurs, l'archevêque de Washington, qui est pas non plus un babacool, et Pat Robertson, qui était un des architectes de la droite religieuse dans les années 80, qui disent, il faut arrêter avec les chars et tout ça, et deux, il faut arrêter d'utiliser la Bible à tort et à travers. Ça, en 3 jours... Ça a été même par des républicains, je crois. Ouais. Et par des gens qui sont peu suspects de sympathie gauchiste. Je veux dire, Pat Robertson, c'est quand même un des plus à droite de la droite religieuse. Donc, quand ces gens-là disent, faut peut-être arrêter un petit peu les sacrilèges, ça commence à faire beaucoup en 48 heures. Et sur la défense, justement, il y a James Mattis, qui est l'ancien ministre de la Défense, qui critique beaucoup Trump, et Mark Esper, qui est l'actuel, qui a été très, très gêné par les propos de Trump. Mais ce rappel à la loi et à l'ordre, quand même, il faut dire que jusqu'en janvier, en gros, la réélection de Trump ne faisait pas de problème. Il y a eu là-dessus la Covid et il y a là-dessus l'affaire Floyd. Et là, il est en grande difficulté. Je pense que ça joue aussi dans ses réactions, non, Laurie? Oui, et les sondages sont pas bons du tout. Là, un des derniers sondages, il y a une batterie de sondages, en gros, à chaque fois le mardi, le mercredi. Au Texas, il est à +1. C'est-à-dire un républicain à +1 au Texas, c'est dingue, quoi. Dans tous les sondages, il a -6, -7, -11 dans le dernier Monmouth, donc c'est quand même assez catastrophique. Et le problème, c'est que ça fait boule de neige. Il essaye de remobiliser sa base en agitant un peu les chars et tout ça. Et le problème, c'est que c'est contre-productif. Avec le problème de la Covid, il a touché les Noirs, mais il a aussi touché les personnes âgées.
Et donc, on a vu que là, chez les personnes âgées, qui étaient un peu une partie de son socle, il était descendu. Et donc là, il a une base qui est assez solide, mais qui est quand même relativement insuffisante. Non, au lieu de l'élargir, en fait, elle est en train de s'effriter. Et donc, il essaye de la consolider, mais c'est encore plus contre-productif. Donc oui, il a une nature à attiser les tensions, mais c'est également contre-productif. Et donc là, le problème, c'est qu'il ne sait pas faire autre chose. Il ne sait pas faire le président, il ne sait pas faire le rassembleur. Et donc, il est un petit peu, d'une certaine manière, c'est un petit peu un canard sans tête, quoi. Il tourne en rond et puis… Florence Mercadet, peut-être, oui, c'est vrai. Ou Jean-Charles, il joue la division quand même. Hein, et, on voit bien, on se dit quand même tout président… dans ces circonstances, essaierait de jouer le rassemblement de l'Amérique. Là, lui, il joue vraiment la division, peut-être parce que il y a quand même cette échéance électorale. Il a toujours été diviseur depuis le début. Je crois son tempérament, c'est d'attiser les haines, d'attiser les oppositions. Alors, je pense qu'il a peut-être réalisé qu'il ne pouvait pas envoyer l'armée, parce que j'ai cru entendre ce matin à la radio qu'il renonçait à envoyer l'armée. Donc, je pense qu'il a enfin écouté peut-être un bon conseil juridique et qui s'est dit qu'il allait dans le mur. Mais depuis bien le début de sa présidence, il est dans cette posture. Et effectivement, il ne peut être comme vous dites, Lauric, qu'un art sans tête, parce qu'il ne sait pas faire autre chose. C'est dans ses gènes d'être dans ce comportement, d'être ainsi. Donc, c'est plutôt… les États-Unis sont à feu et à sang, et je connais des personnes, donc, probablement moins que vous, Lauric, mais qui disent qu'il y a une vraie haine dans le peuple entre les pros et les anti-trumpistes, et que franchement, ça se passe mal dans la population elle-même. J'étais aux États-Unis au moment où il y avait la campagne de 2017. Et en fait, c'était bon enfant entre ceux qui tenaient les tables de Trump près des supermarchés et puis les autres d'Hillary Clinton, c'était plutôt bon enfant. Là, je pense que ça va assez mal se passer dans les futures élections. C'est vrai qu'on sent un pays extrêmement divisé, hein, pour le moins. Et puis il y a quand même les conséquences de la Covid. Rost, vous connaissez bien New York. Il paraît que là, les magasins sont pillés, ou fermés. Enfin, c'est une ville qui est devenue méconnaissable, quoi. C'est vrai que les conséquences aussi de la crise de la Covid ont été incroyables. Le système n'étant pas le même qu'en France, déjà nous on a malgré tout, et ça il faut le répéter à chaque fois, on a cette chance. Et moi je répète souvent une phrase d'NTM qui dit quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve de tant d'incompétence. Et malheureusement, c'est ce qui nous met un peu au fond des fois, mais on a quand même cette chance d'habiter en France et d'avoir eu malgré tout les mesures, quelles que soient ce qu'on peut reprocher, on en a d'ailleurs parlé dans cette émission, au gouvernement, la gestion de cette crise au départ et tout ça, mais je trouve que les mesures qui ont été mises en place pour soutenir l'activité, en tout cas pour soutenir les entreprises et tout ça, a quand même limité la casse. Or, aux États-Unis, le système n'est absolument pas le même. Et on a vu en plus, et c'est ce que disait d'ailleurs tout à l'heure Lauric, c'est que vous avez de telles inégalités, et dû aussi à la question raciale, que effectivement le plus lourd tribut a été payé par justement cette communauté noire. Il suffit, vous prenez la New-Orléans, les chiffres, ils sont effarants. Vous avez 78% des gens qui sont morts du Covid sont noirs. Donc, il y a un problème profond là-dessus. Et New York, il y a une ville, effectivement, moi j'adore cette ville parce que je trouve qu'il y a une vie, il y a une énergie, il y a un mélange, même si on voit quand même que les gens vivent côte à côte, il y a quand même quelque chose d'assez magique dans cette ville-là. Et effectivement, moi j'ai eu mes amis qui habitent là-bas, et je peux vous dire qu'ils étaient dans une espèce de dépression profonde par rapport à la situation. Et ces charniers qui ont été ouverts à Central Park ou du côté d'Harlem et tout ça, c'est quand même, c'est des images qui vont marquer les gens à vie. Ouais.
Jean-Baptiste et Jean-Charles, parce qu'on vous a pas malheureusement encore entendu, est-ce que si on ne simplifiait pas au fond les choses, et je parle sous le contrôle de Laurie Kenton évidemment, un président américain est réélu quand la croissance est bonne et il est battu quand la croissance n'est pas là. Est-ce que c'est pas un peu, c'est peut-être un peu simplificateur, mais est-ce que c'est pas un peu vrai? Qui veut répondre? Oui, Jean-Charles? C'est surtout un peu tôt pour le dire, parce que là, on parle. Bien sûr. Il y a encore, mais en 5 mois, les choses peuvent évoluer, peut-être même s'améliorer. Donc, on va voir. C'est-à-dire, c'est vraiment à la fin du bal qu'on paye les musiciens, et que là, bon, on conjoncture beaucoup. Comme il y a une certaine rage, et puis c'est toujours plaisant et c'est toujours payant d'attaquer Trump, d'attaquer. Alors voilà, là, on peut tirer à boulet rouge en toute liberté, mais voilà, il est peut-être un peu tôt pour dire ça y est, c'est fini, on est débarrassé de ce triste cire. Voilà, on verra. Non, c'est pas ça. Non, mais on met en avant que les choses catastrophiques. Jean-Charles. Je rappelle quand même qu'à propos de la catastrophe, il y a plus de morts en France qu'aux États-Unis, donc ce qu'on a quand même tendance à oublier, je le rappelle, donc c'est toujours facile de critiquer, mais voilà, bon, c'est le bilan de la Covid n'est pas là. Ensuite, vous avez fait une sorte d'amalgame en nous disant que New York aurait été pillé à cause de la Covid. C'est quand même beaucoup plus à cause des récentes émeutes. J'ai pas vu de gens piller New York à cause du coronavirus. Enfin, ou alors je ne comprends pas les images et je suis dans un autre monde. Mais les pillages dans les magasins de la 5e avenue n'ont aucun rapport avec la Covid. Voilà. Donc attention à ça. Mais en revanche, il y a quelque chose de tout à fait, on peut être d'accord avec l'analyse de Laurie qui est absolument épatante, époustouflante et puis incontestable. Donc ça, on est tous d'accord. Et ce que Laurie disait au tout début de l'émission, qui était vraiment intéressant, c'est que on a aux États-Unis, si on en revient au départ de cette discussion sur l'assassinat de Floyd, c'est des images qui sont absolument incontestables, indéniables, et que là, on a vraiment... reconnu comme tel. Biden, là-dedans, explique juste l'attitude de la police qui met un genou à terre, l'attitude de gens qui soient républicains ou démocrates, etc., qui sont là en train de dire, bah oui, là, il y a une faute manifeste, il y a quelque chose de dramatique. Il n'y a pas de débat. Voilà. Et ça, c'était extrêmement sain. Il n'y a aucun débat sur l'ignominie de ce fait, sur le racisme. C'est reconnu officiellement. Florence Mercadet? Oui, pour revenir sur votre question, Patrice, sur les présidents qui sont élus quand tout va bien sur le plan économique. Certes, Jean-Charles, il reste quelques mois avant le mois de novembre, mais je suis assez convaincue qu'à la rentrée du mois de septembre, les États-Unis, économiquement, vont être très, très, très affaiblis, tout comme la France va être affaiblie au mois de septembre. Il n'y a pas de raison qu'aux États-Unis, ça reparte beaucoup plus vite qu'en France, compte tenu du nombre de chômeurs absolument effarant aux États-Unis, d'absence d'ailleurs de soutien de ces chômeurs aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas le même système que nous. Et je suis assez convaincue qu'au mois de septembre, ça va être économiquement très difficile pour les Américains. On verra de toute façon. Ça dépend. Oui, non, mais simplement pour dire que je ne pense pas que là, la crise économique aura un impact direct sur Donald Trump. En tout cas, on ne peut pas imputer à Donald Trump, évidemment, cette crise économique qui arrive, puisqu'elle est tout simplement liée, en tout cas, elle va arriver, elle n'est pas encore là, en tout cas pas immédiatement, mais à la crise du Covid. Et je crois qu'effectivement, dans ce contexte un petit peu, disons, affolant, Donald Trump essaye de chercher tout simplement un ennemi, hein, c'est ce qu'il sait faire. Donc son ennemi, ça a été les Chinois, et ça l'est encore aujourd'hui. Ça permet aussi de cristalliser le débat politique. Et puis c'est aussi le désordre sous les apparences d'un président, comment dirais-je, garant de la sécurité nationale. Il excite effectivement les haines de manière indirecte à travers la situation qu'on connaît, c'est-à-dire qu'à une violence physique s'ajoute une violence symbolique. Oui, juste un tout petit mot. Certes, Jean-Baptiste, on ne peut pas lui imputer la Covid, mais en revanche, on peut lui imputer les décisions qu'il a prises sur le plan économique, qui étaient quand même des décisions
court-termiste. Contradictoire. Et je pense qu'il va aussi le payer très cher. Un mot peut-être pour conclure sur ce débat américain avec Rigondeaux. Joe Biden semble assez absent, mais c'est vrai qu'il a une popularité très très forte dans la population noire. Celui qu'on voit et qu'on entend, c'est Obama. Ça ne pose pas de problème quand même pour la candidature démocrate? Alors, deux petites choses. Déjà, au niveau économique, il faut bien dissocier que la situation économique va être très variable d'un État à l'autre et que dans les élections, c'est ça qui compte. Mais également que dans un même État, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la situation économique varie énormément d'une catégorie à l'autre. C'est-à-dire que le chômage va affecter beaucoup plus les Noirs qui, de toute façon, ne votent pas républicains. Donc, si les Blancs sont moins affectés, ils seront peut-être moins vent debout contre Trump. Donc ça, attention, dans un même État, ça peut jouer énormément. Et ces disparités économiques qui peuvent être locales. Biden, on l'entend avec parcimonie. Il ne peut pas être non plus partout parce que sinon, on l'accuserait d'opportunisme. C'est le problème, c'est que si vous êtes trop là, on vous accuse d'opportunisme. Si vous n'êtes pas assez là, on dit que vous êtes absent. Donc, il est obligé de gérer la quantité de sa parole, ce que Trump ne fait pas parce qu'il arrive à faire 120 tweets par jour. Et là, ça nous amène à Obama. Obama a une parole qui est assez rare parce que les anciens présidents, quels qu'ils soient, George Bush, c'est pareil, il a une parole assez rare, ce qui rend leur parole assez précieuse. Donc, quand ils disent quelque chose, on écoute, même quand c'est George W. Bush. C'est-à-dire que Trump a quand même réussi à faire passer George W. Bush il y a quelques mois pour un vieux sage raisonnable, ce qui est quand même assez incongru. Mais c'est cette rareté de la parole qui la rend assez précieuse, mais également qui permet de contraster avec le côté un petit peu bouillonnant de Trump. Obama rappelle ce que c'est qu'un président. Un président, c'est sage, c'est calme, c'est rassembleur. Et ça souligne le contraste entre ces deux personnalités. C'est pas une question de politique au sens policier, les politiques qu'on fait, mais une question de style. Et ce qu'on va retrouver, et j'ai eu plusieurs discussions à ce sujet-là, on se retrouve un peu en 2012 en France, quand une partie de la droite française n'en pouvait plus de Sarkozy, et pas seulement de Sarkozy, mais de l'hystérisation des médias, des politiques, etc., sur le climat Sarkozy, et se disait, bon, à tort ou à raison, finalement, avec Hollande n'est pas au bris, il est plus modéré, au moins ce sera plus calme. Et là, on a des républicains qui disent, on n'en peut plus, Biden, c'est pas Sanders, au moins on va retrouver un vrai président, ce sera plus calme. D'accord. Alors, on va passer à un autre sujet, mais qui est peut-être assez proche. Je vais interroger d'abord Rost là-dessus, c'est-à-dire qu'on regardait ce qui se passait en Amérique, et puis surgit ou ressurgit l'affaire Traoré. Alors, il y a eu beaucoup de comparaisons. Certains disent c'est deux affaires très semblables. Au fond, on est un peu ce qui se passe ici, c'est un petit peu le miroir de ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que c'est votre analyse, Rost? Mais on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle, même si les histoires sont complètement différentes. Il y a quand même des similitudes dans la manière dont les choses se passent. Je veux dire, une interpellation qui se termine par la mort d'un jeune qui, plus est, était sportif, et la conclusion, entre guillemets, pour l'instant, des expertises qui ont été ordonnées par la justice, est que il est mort, entre guillemets, d'une crise cardiaque. Sauf que il est démontré dans toutes ces expertises-là d'ailleurs qu'il est mort par asphyxie. Bon. La contre-expertise qu'a demandé la famille, à chaque fois, a été rejetée par la justice. Ils ont réussi eux-mêmes à faire par des médecins une contre-expertise qui confirme qu'il est mort des suites du fait que les policiers l'avaient, entre guillemets, étouffé. Parce que, après, pour l'instant, l'affaire suit son cours. La seule chose qu'on veut, c'est que ça ne se termine pas comme toutes les autres affaires. Je peux vous en citer. Un jeune de mon quartier, de Ménilmontant, qui est mort exactement dans les mêmes conditions dans le quart des policiers il y a une quinzaine d'années de ça. Ça fait 15 ans que la famille se bat. Elle n'a jamais pu avoir un procès, tout simplement parce que la justice, la police
ils ont décidé de ne pas aller au bout de cette affaire alors qu'il est mort. C'est un sportif, c'est un jeune homme qui faisait plein de sports, qui n'avait jamais eu le moindre problème. Et tous les ans, en plus, vous êtes obligé d'aller faire une visite médicale pour les sports qu'il pratiquait. Il n'y a jamais eu le moindre truc qui a été détecté. Et ça a été, la conclusion, c'est qu'il est mort d'une crise cardiaque. Et donc, et je peux vous en citer d'autres. Et aujourd'hui, les gens disent, ça suffit. Ça suffit. Il y a un élan au niveau mondial qui dit, il y a un peuple qui subit depuis toujours, qui n'a jamais mis personne en esclavage, qui n'a jamais colonisé qui que ce soit et qui subit en permanence. Vous parlez de quel peuple ? Je suis pas dans la victimisation, parce que dès qu'on parle de ça, on dit oui, mais vous êtes dans la victimisation. Non, moi je suis tout sauf une victime. Tu me mets une claque, je tends pas l'autre joue. Donc ça, c'est une chose claire. Et notre génération, elle est complètement comme ça. Donc, on veut juste on veut pas être au-dessus de qui que ce soit. On veut juste que ça soit exactement la même chose et que cette mentalité qui a été acquise au vu de l'histoire par rapport au fait qu'il y a eu justement cette colonisation, il y a eu cette suprématie qui a été imposée, entre guillemets, de l'homme blanc sur le noir en tant que tel, malheureusement, inconsciemment, c'est quelque chose qui est inscrit dans la tête de beaucoup de gens. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent « ça suffit, on ne peut plus continuer ». Aux États-Unis, à chaque fois, il n'y a jamais de condamnation quand il y a ce type de mort. Ils ne sont jamais inquiétés. En France, c'est exactement la même chose pour les bavures policières. Les affaires ne vont pratiquement jamais au bout et il n'y a pratiquement jamais de condamnation. Et donc, là, ce que veut la famille Traoré et ce que veulent les gens qui se mobilisent, vous vous rendez compte, il y avait... Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qui se passe. Là, les chiffres de la police, ils parlent de 20 000 personnes. Mais moi, je peux vous dire qu'évidemment, ils ont toujours l'habitude de diviser par 3 ou 4 les chiffres des manifestants. Et là, je peux vous dire qu'il y avait un monde de folie sur cette manifestation. Et c'est quelque chose qui est en train de gangréner l'ensemble de notre société et du monde. Et il n'y avait pas que des Noirs, d'ailleurs. Parce que d'habitude, quand il y a ces affaires-là, moi, j'ai été à plein de manifestations. La première manifestation pour Adama Traoré, tout ça, j'y étais. Et c'est vrai que la grande majorité, pratiquement tous les gens qui étaient présents, c'était des gens qui étaient issus de la communauté, si on peut d'ailleurs parler de communauté, de la communauté noire. Aujourd'hui, on voit que c'est l'ensemble des gens. Donc, il ne s'agit pas de dire que les blancs ci, les blancs ça, ou on s'en fout de ça. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, on parle d'une question d'humanité, de respect, de la vie humaine, quelle qu'elle soit. Toutes les vies doivent valoir le même prix face aux injustices et face à la justice. C'est ce qu'on réclame, qui est un procès. Après, personne ne détient la vérité à part les policiers eux-mêmes, les gendarmes qui étaient là ce jour-là. C'est eux qui détiennent la vérité, mais il faut qu'il y ait un procès pour qu'on puisse confronter les différentes versions pour que la vérité juridique, judiciaire puisse sortir de cette affaire-là. On ne veut pas que ça soit étouffé comme ça a été fait. On ne veut pas que personne ne soit inquiété dans cette affaire, comme ça a été le cas dans l'affaire Ziad Ebouna, Mouchine Larami, Riyad Amlaoui. Je peux vous en citer, Deton Lamine Dieng. Tout ça, je pense qu'à un moment, ça suffit. C'est vrai que au-delà, alors après on peut parler, il y a des expertises qui sont contradictoires, etc. Mais et c'était un peu ce que disait Laurie Kenton sur ce qui se passait généralement aux États-Unis. Ce qui est l'ennemi de tout ça, c'est quand même l'incertitude. C'est quand même qu'on ne sait pas. C'est que tout le monde voudrait savoir quelle a été la réalité de cette mort, que ça soit faute des policiers, que ça soit autre chose, que ça soit naturel. On le saura, mais c'est vrai que Jean-Charles, on ne peut pas contester que le fait qu'il y ait un procès, que les choses soient claires, qu'on puisse savoir, ça permettrait quand même de résoudre une partie de l'affaire, même si après il y a des malaises sans doute plus profondes. Bien évidemment, je suis à fond pour, je suis déjà juste un tout petit peu choqué, comme d'habitude, par les propos de Ross, qui nous parle maintenant d'un peuple noir, blanc, si je puis dire, de tout art et de tout défaut, donc je suis un peu étonné. C'est pas du tout ce que j'ai dit, Jean-Charles. Non, il me semble que dans l'histoire... Ne défendez pas mes propos, Jean-Charles. Non, je vous avais dit, ce peuple noir qui n'a jamais mis personne en esclavage. Oui, et alors? Je vous l'avais dit. Bon, et alors? Il me semble que les exemples sont nombreux de gens qui ont vendu sur la côte africaine leurs propres ressortissants contre quelques kilos de verroterie. Dans quelles conditions? Non, ça s'est jamais passé.
Ça s'est jamais passé. Dans quelles conditions, dites-moi. On va peut-être pas refaire un débat historique. Non, mais vous me faites rire parce que moi, encore une fois, j'ai précisé, Jean-Charles, que il n'est pas question. Beaucoup parlé, Rost, je peux il n'est pas question. C'est pas une question. Non, mais ne déformez juste pas mes propos. Non, vous parlez de peuple noir, très bien. Bon, moi, je ne parle pas du peuple blanc. Pour moi, le peuple noir n'existe pas. Le peuple blanc n'existe pas. Voilà, je pense que voilà. Mais je suis un peu étonné que social quand même. Bon, tant mieux pour vous. Ensuite, sortir, c'est très facile, c'est très payant. Une litanie de noms que personne ne connaît. On pourra en sortir des milliers. Vous allez sur Internet. De jeter, de revenir à 25 ans. Alors, sur le dieu Internet, qu'est-ce que ça prouve? Bon, je reviens à tout à fait à ce que vous dites, Patrice. Bien évidemment qu'il faut que la lumière soit faite. Mais bien évidemment. Mais qui le conteste et qui le nie? Personne. Simplement, cette espèce de bagarre, dire une expertise contre une autre expertise, laissons la justice. La justice en France est quand même relativement saine. Il y a des auxiliaires de justice qui font leur boulot. Voilà. Arrêtons de toujours jeter l'anathème sur tout ce qui fonctionne bien en France, etc. Ensuite, après, alors, bien évidemment, là, pour une fois, les 20 000, je veux dire, même la famille parle de 20 000 et Rost veut nous en ajouter 3 fois plus. 20 000, c'est déjà beaucoup. Et les commerçants du quartier de la Villette pensent que c'est largement assez 20 000 et que, voilà, s'ils avaient une petite chance de s'en sortir, maintenant, c'est définitivement mort parce que après ce qui s'est passé. Donc, laissons la justice faire son cours. N'essayons, si c'est possible, de ne pas jeter de l'huile sur le feu pour essayer que ça saute à peu près partout, de faire en sorte que les gens manifestent. Quand je vois qu'il y a des députés, des gens de la représentation nationale qui ont été élus, qui appellent aux manifestations interdites en disant de toute façon, on s'en moque, il faut manifester et peu importe tout ce qui peut se passer, je veux dire, c'est un comportement qui me paraît assez peu démocratique et assez peu sain. Voilà. Maintenant, qu'on en arrive à savoir la vérité sur l'affaire Traoré, c'est indispensable, bien évidemment. Je reviens un peu à ma première question, la comparaison entre l'Amérique et la France. Anne-Charlène. Je ne sais pas si la comparaison mérite d'être menée jusqu'à son terme, mais il y a une chose que moi je crois que, en tout cas, la France et les États-Unis échouent à garantir, c'est que nous ayons aujourd'hui à parler de ça. Et là, je rejoins totalement Rost, mais je pense que Jean-Charles me rejoindra aussi, c'est qu'il ne faudrait plus que ce genre d'affaires arrive, parce qu'on a quand même affaire à 2 situations dramatiques dans lesquelles, quels que soient les faits, parce qu'il faut savoir que de toute façon, George Floyd lui-même aussi s'était rendu coupable d'infraction. Enfin, ça arrive dans la vie d'avoir des problèmes avec la justice. Enfin, bon, il vaut mieux que ça n'arrive pas, hein, je le dis à l'intention de ceux qui nous écoutent, mais on ne peut pas, dans une démocratie qui se respecte, avec tout ce que nous avons comme arsenal de législation sur les droits de l'homme, considérer que c'est normal qu'on meure à la suite d'une garde à vue, d'une interpellation. Alors, malheureusement, ce qu'on appelait les bavures policières, ça a fait des très beaux films français, américains, etc. Ça aussi, ça fait partie de la part d'erreurs humaines. Mais on doit aujourd'hui réfléchir à la manière dont on réprime ces faits, pour que justement la question des violences policières n'ait même plus cours dans une société. Moi, je crois que justement, on sera apaisé sur le climat racial et sur le vivre ensemble qui nous manque tellement en cette période de Covid. Moi, je crois qu'on sera apaisé à partir du moment où ces violences policières ou ce type d'infractions-là ne peuvent plus exister. Et je crois qu'on n'a pas forcément un arsenal juridique assez puissant pour... alors, Lauric nous a parlé des syndicats de policiers aux États-Unis qui du coup, sont très puissants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de blocages qui sont dus à cela. Mais en France aussi, on n'avance pas toujours assez sur ces questions. Et c'est dommage parce que du coup, même dans ce qu'on avait eu comme... répression policière au niveau des gilets jaunes, eh ben, on a l'impression que la police joue le rôle des méchants, alors qu'au départ, eux aussi ont peur d'y aller maintenant. Donc, il faudrait arriver à ce qu'on recrée la confiance avec un droit juste, équitable, qui donne le sentiment à tout le monde d'être entendu. On ne devrait même pas avoir à parler de ça aujourd'hui, pour moi. Laurence Mercadet et Jean-Baptiste Duclercq, je relevais 2 titres de la presse du jeudi matin. Le Parisien, un policier qui dit non, la police française n'est pas raciste, et Libération qui disait violence policière, l'autre état d'urgence. Est-ce que il y a quand même
une atmosphère de violence policière quand même qui est, depuis l'affaire des Gilets jaunes, en effet, assez présente en France. Oui, ça c'est sûr qu'il y a des dérapages qui sont assez inadmissibles. Mais je pense qu'il y a plusieurs causes aussi à ces dérapages. Un, je pense qu'il y a un problème de formation, déjà à la base, des policiers. Et je ne sais pas comment se passe leur formation, mais en tout cas, ils ont une formation qui est répressive, plus qu'une formation qui pourrait être préventive et de discussion avec les citoyens. Et puis deuxièmement, je pense que les policiers sont totalement épuisés et à bout. Je pense qu'ils sont assez maltraités aussi. Ils font des heures sup, ils ne sont pas payés. Ils sont pressurisés. Je pense que c'est difficile à supporter. Et après les différents mois qu'ils ont passés sur les problématiques de Gilets jaunes, sur toutes les manifestations qu'il y a pu avoir derrière, c'est assez compliqué pour eux. Donc déjà, s'ils étaient reconnus et formés, corrects et considérés par ne serait-ce que leur hiérarchie, et correctement payés, on ne serait peut-être pas aussi dans une situation aussi à vif et avec des réactions totalement disproportionnées. Maintenant, c'est vrai qu'on a de plus en plus de bavures policières, une espèce de laisser-aller et de lâcher inadmissible de la part des policiers. Jean-Baptiste, sur ce sujet, puis après Laurie Kenton sur la comparaison avec l'Amérique. Jean-Baptiste. Simplement pour rappeler que l'État dispose de la puissance coercitive légitime. C'est l'État qui dispose de la force, et c'est bien que ce soit lui qui en dispose. Nous avons tous abandonné dans un immense contrat social qui a constitué l'État cette capacité que nous avons à détruire, à violenter l'autre. Je dis ça simplement pour mettre en perspective aussi cette idée de violence, puisque forcément le niveau de risque qu'on peut avoir avec la justice dépend de son niveau de responsabilité. Et il est vrai que c'est la police qui dispose de cette puissance, de cette force, dont il faut rappeler d'ailleurs qu'il faut se mettre à la place aussi des forces de l'ordre. Il est parfois difficile d'intervenir dans des conditions qui soient parfaitement sereines, puisque la violence, c'est aussi le règne de la réactivité, de la vitesse, et que parfois, effectivement, il y a des dérapages qui sont absolument incontestables et qu'il faut condamner. Il faut évidemment qu'il y ait des poursuites judiciaires, mais il faut aussi rappeler ces difficultés qui sont celles des policiers et qui sans cesse se posent parfois même face à quelqu'un qui est armé et qui pointe un pistolet devant eux, comment faire appliquer le code de procédure pénale. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et puis la deuxième chose, c'est ensuite d'être prudent aussi sur les qualifications qu'on pourrait donner de situations qui nous sont données par la presse. Je pense qu'il faut évidemment faire confiance à notre justice sur les enquêtes qui doivent être menées. Faire confiance à la justice ne veut pas forcément dire que la justice dit toujours la vérité. Et ce n'est pas l'accuser que de le dire, c'est simplement dire que la justice n'a pas toujours les moyens de savoir ce qui s'est exactement passé, et de cela on ne peut pas blâmer la justice. Je crois que l'incertitude qui est propre à cette fonction, on peut la regretter, mais il faut aussi quelque part la désirer, puisque si on ne sait pas, on ne peut pas simplement se prononcer en se disant finalement, au vu de ce qui se passe et de ce que je crois comprendre, le policier est condamné. Donc je crois qu'il faut garder beaucoup de prudence et garder aussi un peu de confiance quand même. Florence et Rose. Oui, ce que je pense aussi, c'est ce qu'il faut remarquer, c'est que tout dépend de l'encadrement et du commissaire de police qui est dans un commissariat de police. À l'occasion de plusieurs permanences que j'avais dans des gardes à vue, on peut voir qu'il y a des commissariats qui peuvent être beaucoup plus violents parce que le commissaire de police est un peu un shérif et entraîne ses hommes comme un peu un shérif. Et j'ai vu ce commissariat complètement changé parce que le commissaire de police était parti, qu'il y en a un autre qui arrive et qui n'a pas du tout la même politique et qui a plus une politique préventive et une politique de calme. Et ça aussi, c'est très important dans la façon dont sont gérés dans les commissariats de police. Il faut, alors, encore une fois, moi, je veux vraiment qu'on soit précis dans les choses. Il ne s'agit pas de dire que tous les policiers sont des pourritures. Non, il ne s'agit pas de dire que la police française est raciste. Par contre, il y a des racistes au sein de la police française.
La police française est à l'image de notre société. Et c'est ce que je passe mon temps à essayer d'expliquer aux uns aux autres. Moi, en tant que président de Banlieues Actives, on nous demande en permanence, que ce soit les politiques, que ce soit les policiers eux-mêmes, ils nous demandent en permanence de condamner les jeunes qui foutent le bordel dans nos quartiers. Pardon du terme, mais c'est exactement ce qu'ils disent eux-mêmes. Et on essaye de le faire. Et ils ont raison. Et on doit le faire. Et de l'autre côté, nous, on demande à la police, au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, de faire exactement la même chose au sein de la police lorsqu'il y a des exactions qui sont commises. Parce que justement, Florence parlait tout à l'heure justement de la formation des policiers. Depuis la suppression de la police de proximité, il y a un climat d'une violence extraordinaire entre la police et les jeunes dans les quartiers. Il y a une défiance. C'est comme deux bandes qui se regardent en chien de faïence. Or, l'un représente la République, la force de l'État à travers la police, et puis vous avez le citoyen de l'autre côté. Et on doit normalement, la République normalement est une et indivisible. Ils sont là pour protéger la population. Donc, quand vous avez des brebis galeuses, il faut impérativement les condamner et les dégager parce que ça rend service à tout le monde. Donc, moi, je ne veux pas condamner tous les policiers. Et j'ai des amis qui sont policiers. Je suis très ami avec des gens qui sont des syndicats de police. Et souvent même, d'ailleurs, moi, des fois, je me balade, combien de policiers parfois viennent me voir, ou même des CRS, qui me disent « Bravo pour tout ce que vous faites, on vous suit, merci de parler pour les gens comme nous ». Parfois. Et certains vous demandent même des selfies. Voilà. Donc, je veux dire, il n'y a pas de truc anti-policier comme certains veulent le faire croire. Mais il s'agit juste de dire que, voilà, lorsqu'il y a des brebis galeuses, que ça soit au sein de nos quartiers, avec tous les mecs qui font les rodéos tous les jours ou qui font des trafics, qui confisquent les halls des habitants, oui, il faut les nettoyer. Mais de l'autre côté, ceux qui font des bavures policières, qui font les contrôles aux faciès, parce que quand vous êtes noir ou arabe en France, les statistiques sont simples. Vous avez plus de chances de vous faire contrôler et d'avoir une bavure policière que lorsque vous n'êtes pas noir ou arabe. Ça, ce sont les chiffres, ce sont les études, elles sont là et vous pouvez les vérifier. Donc, je pense que le problème est profond et il faut que chacun fasse un pas d'un côté comme de l'autre. Sinon, en plus, avec les effets du Covid, avec la casse sociale que ça va produire, je pense que si on ne remet pas un peu d'ordre dans tout ça, ça va être très violent pour nous tous. Et c'est tout le monde qui va payer le prix. Sur les contrôles d'identité, moi j'ai rencontré pas mal de jeunes aussi qui disaient mais quand on s'est fait contrôler 3 fois dans la journée et dans la même journée, au bout d'un moment, la violence elle monte. Et, parce qu'on sent bien que ce sont des contrôles aux faciès et que c'est inadmissible. Jean-Charles, en 30-40 secondes, est-ce que je voudrais que Loïc... En 30 secondes, je suis amusé parce que chaque raciste a son ami noir, chaque antisémite a son juif, et Rost, il a son policier ami. Donc voilà, je trouve ça assez curieux. C'était vachement intéressant, Jean-Charles. Juste pour finir, je suis encore une fois choqué qu'on puisse parler de 2 bandes en disant il y a une bande, il y a la police d'un côté, c'est une bande, et les jeunes, c'est une autre bande. La police n'est pas une bande, et j'espère qu'elle ne le deviendra jamais. Pour moi, la police, c'est autre chose qu'une bande. Voilà. Allez sur le terrain et vous verrez. Oui. Sur la comparaison entre la situation française et la situation américaine, que ce soit au niveau de la police d'ailleurs, ou que ce soit au niveau du problème social, c'est-à-dire aussi du rapport des blancs et des noirs. Est-ce qu'il y a des choses semblables ou pas ? Il y a toujours des choses semblables, c'est-à-dire qu'il y a des contrôles aux faciès aussi, il y a ce genre de choses, il y a la question de la formation de la police, que disait Florence sur l'encadrement, mais de toute façon on le voit dans n'importe quel collège, que l'encadrement change du tout au tout, la façon dont le collège est géré, donc ça c'est des questions qui sont plus transversales. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aux États-Unis, il y a quand même beaucoup plus d'armes et de violences armées, et qu'il y a beaucoup plus de ce fait-là de peur chez les policiers. Alors, je ne parle pas de Floyd. Parce que Floyd, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus, mais il y a beaucoup plus de peur de se faire canarder parce que, là aussi, les chiffres sont là. Les questions de gang, etc. Je veux dire, la défense des armes, c'est pas que les cow-boys texans.
voilà, il y a aussi une réalité de. On parle pas de banlieue aux États-Unis. Quand on parle de banlieue, ça, c'est une de mes spécialités. Quand on parle de banlieue, c'est plus pavillon, Desperate Housewives et classe moyenne supérieure. Mais l'équivalent des cités aux États-Unis, ça regorge d'armes de guerre également. Bon, voilà, il y a de ce point de vue-là, il y a des comparaisons qui sont difficiles parce que la quantité d'armes en circulation n'est pas la même. Et donc la peur de l'autre côté, la peur de certains flics de se retrouver face à un mec qui a une arme, 2 armes, 3 armes, bon, est aussi supérieure. Alors c'est pour ça qu'il y a certaines comparaisons qui tiennent, il y a certaines comparaisons qui sont un petit peu périlleuses. Très bien. Un dernier mot chacun, justement, sur ce que disait Rost, peut-être on va commencer par vous. Est-ce que vous êtes inquiet de ce qui risque de se passer dans les semaines ou dans les mois qui viennent ? Écoutez, moi, je plaide pour que chacun prenne sa part de responsabilité, qu'on retrouve un peu de sérénité, qu'on ne mette pas tout le monde dans le même lot. La généralisation n'a jamais été une bonne chose et n'est pas productive. Il faut impérativement que chacun fasse un pas vers l'autre, parce qu'au-delà de la question, justement, des quartiers populaires, vous avez les zones rurales et les gilets jaunes qui ont été présents pour faire passer un message pour dire l'autre France, celle qu'ils appellent la France d'en bas, aussi, on a ras-le-bol. Et là, je vous dis, avec les conséquences du Covid et la casse sociale que ça va produire, si nous ne revenons pas à cette sérénité, je pense qu'on va vers des drames humains profonds et une fracture de notre société qui va être très, très, très longue à régler ensuite. En un mot, Jean-Baptiste, là-dessus? Oui, moi je crois, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ross et je trouve ça très beau de le dire. Je crois des raisons d'être pessimiste. Moi, il me semble que se creuser entre justement ces populations qui ont été laissées pendant longtemps à l'abandon et puis le reste tout simplement de la population est trop important et il remonte à trop loin. On a vu d'ailleurs un petit peu quelques manifestations avec les gilets jaunes. Il y a aussi le problème des banlieues qui sont complètement à l'abandon et cette défiance avec les forces de l'ordre. Et moi, je crois que tout simplement, on n'a pas de bonne chance d'être optimiste puisque précisément le problème n'est pas affronté par nos responsables politiques directement. Florence ? En 3 mots, je dirais, j'espère qu'il y aura du respect, du dialogue, du civisme et un peu de confiance et de regard des uns avec les autres. Jean-Charles ? J'espère que la France va pouvoir redémarrer, travailler sans manifestations intempestives, sans commerce qui brûle, sans émeutes, et que voilà, tout le monde soit un peu raisonnable et que voilà, la France puisse redémarrer. Parce que le pire, c'est quand même la misère, l'absence d'argent et que certains fauteurs de troubles, certaines personnes qui appellent à une révolution sont un peu inconscients. Voilà. Anne-Charlène. Moi, je sais que dans les périodes de crise sociale, comme on va la vivre, de crise économique, comme elles vont arriver, les divisions sont la première solution puisqu'il y a de la haine, il y a du ressentiment et qu'on ne peut pas s'en prendre à un virus et qu'on ne peut pas s'en prendre à Wall Street. Donc, on a besoin d'un coupable et je pense que c'est dans ces moments que la politique devient très importante au sens noble et grec du terme, c'est-à-dire apprendre à vivre ensemble. Donc, on manque peut-être, à mon avis, de grands hommes politiques qui pourraient nous donner, aussi bien aux États-Unis qu'en France, le climat d'apaisement nécessaire pour apprendre comme c'est beau de vivre ensemble. Et voilà, je crois que ce qui manque le plus, c'est la bise. Et voilà, disons-nous tout simplement cela. Ça serait bien qu'on arrive à vivre ensemble heureux. Et Laurie Kenton, pour terminer, mais en 2 mots, vraiment. Vous êtes plus inquiet pour la situation de l'Amérique ou de la situation de la France ? Vaste question. Pour être le sujet de l'émission. En 2 secondes.
Alors, en un mot, Ricola, parce que j'en peux plus de ma gorge, mais non, aux États-Unis, c'est tellement contrasté que c'est vraiment difficile. Après, on connaît la capacité de Trump d'ourdir une nouvelle crise, donc qui sait ce que sera la nouvelle crise la semaine prochaine avec la Chine, etc. Parce qu'il faut un bouc émissaire, ce que disait Anne-Charlène. Le bouc émissaire, c'est toujours bien pratique parce que ça permet de faire des contre-feux. Merci à vous tous. Cet éclairage sur l'actualité et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de PAF. Merci encore.